Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans la série présentation des machines et de leurs utilisations, aujourd'hui on va parler de la scie à format ou de la panneauteuse pour nous les Belges. C'est un gros dossier et je n'ai aucune idée de combien cette vidéo va pouvoir durer, mais voilà, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, des sujets qui vont aussi un petit peu faire tiquer l'un et les autres, comme par exemple le couteau diviseur. Et je vais essayer donc d'être le plus précis possible, le plus concis, mais surtout vous donner un petit peu toutes les possibilités d'utilisation de cette machine pour être efficace et travailler en sécurité. Alors, moi c'est une scie à format avec un chariot coulissant, donc je vais parler de ce type de panneauteuse. Et évidemment, il en existe avec des plus petits chariots, des plus grands chariots, avec des chariots fixes, etc. Le principe d'utilisation du guide perpendiculaire et du guide parallèle reste les mêmes, en tout cas en termes de poussée de pièces et de liberté des pièces. Donc ça, on va y revenir. Alors, rien de bien foufou en termes d'utilisation par rapport à la sécurité de l'homme de base. Toujours le même principe, si on a des vêtements amples, ben voilà, on les met dans le pantalon éventuellement, ou bien en tout cas on relève toujours les manches. On n'a pas de floquets, les petits lacets au niveau des suites comme les miens, etc. qui pendent, soit ils sont rentrés, soit ils sont retirés. Jamais de gants pour travailler à la scie à format, sauf éventuellement pour changer les outils de coupe. On n'a pas de bracelet, on n'a pas de montre, aucun bijou, pas de boucle d'oreille, ce genre de choses. Et si on a des longs cheveux, on les attache. Donc ça, c'est pour l'entrée en matière. Ensuite, on essaye toujours, je dis bien on essaye toujours de conserver les organes de sécurité de base de la machine, c'est-à-dire le protecteur de lame, éventuellement le couteau diviseur, enfin non, c'est pas éventuellement, laissez votre couteau diviseur. Vous avez le presseur qui vient sur l'avant de la machine et dans certains cas sur l'arrière, et la griffe qui elle va toujours sur l'arrière, et je vais y revenir parce que même si certains fabricants font des machines avec leur griffe sur l'avant, c'est un non-sens total et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va plutôt utiliser le guide perpendiculaire plutôt que le guide parallèle dans certains cas? Pourquoi est-ce qu'on va positionner son guide perpendiculaire sur l'avant du chariot ou sur l'arrière du chariot? Et je crois que c'est à peu près tout ce dont on va parler. Qu'en penses-tu? Découpe de bois massif, découpe de panneaux, pourquoi, comment? Allez, c'est parti, on commence par le couteau diviseur. Alors, pourquoi est-ce que je commence par le couteau diviseur? Parce que c'est un sujet qui fâche, en tout cas entre moi et beaucoup de commentaires. Le couteau diviseur est obligatoire, ok? Comme la ceinture de sécurité. Comme beaucoup d'organes de sécurité, c'est des normes qui sont faites parce que aujourd'hui, on considère que les gens ne savent plus réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire, comme dans certains cas, le bois peut se resserrer sur la lame et que tout le monde n'est pas capable de lire un morceau de bois, c'est-à-dire voir le sens des fibres, quel type de bois il va utiliser, s'il va découper du panneau, est-ce qu'il en a besoin, etc. Eh bien, on impose à tout le monde le couteau diviseur. Alors, beaucoup me font la remarque parce que dans certaines vidéos, je ne l'installe pas. Alors pourquoi est-ce que je ne l'installe pas? Tout simplement parce que quand je travaille avec du chêne, avec un fil droit, etc., le bois ne va pas se resserrer sur la lame. Quand je vois que j'ai un fil noueux ou nerveux, j'observe la fibre du bois pour voir si le bois va plutôt s'écarter plutôt que se resserrer. Ça se voit. On sait voir ça dès le départ en analysant sa pièce. À partir du moment où je vois que la pièce a un fil resserré, évidemment, je vais installer mon couteau diviseur. Si je travaille avec du hêtre, si je travaille avec du frêne, si je travaille avec du noyer, d'office, je mettrai mon couteau diviseur parce que ce sont des bois qui sont très nerveux et internes. Quand je dis interne, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours capter réellement ce qui peut se passer à l'intérieur tellement les fibres sont serrées. Contrairement à certains bois comme le chêne, le sapin par exemple, en regardant les fibres du bois, on peut déterminer si le bois va plutôt s'ouvrir ou plutôt se fermer. Donc voilà pourquoi est-ce que moi, je ne le mets pas en permanence, mais de nouveau, et je le dis face caméra, je vous conseille clairement de le positionner. Alors le couteau diviseur, comment est-ce qu'il doit être positionné? Tout simplement. Alors,
Donc ici, on a la lame tout simplement, peu importe le type de lame. Il y a généralement noté la mention du diamètre de la lame adaptée au couteau maximum. Donc moi ici, il va jusqu'à 400 mm et je ne peux pas aller en dessous de 350 mm. J'ai un couteau diviseur pour les lames au-delà, mais ça, il est mentionné dessus. Ensuite, il y a l'épaisseur du couteau diviseur. Ma lame fait 3,5 mm, mon couteau diviseur fait 3,2 mm. Généralement, on essaie d'avoir un couteau diviseur qui fait 3 dixièmes de moins que l'épaisseur de votre lame. Donc si vous avez des lames qui font 3 mm ou 3,2 d'épaisseur, vous allez travailler avec un couteau diviseur de 2,8 comme celui-ci. Donc on voit diamètre de lame maximum 350, minimum 300 et l'épaisseur 2,8, donc qui correspond pour des lames par exemple de 3,2, c'est-à-dire maximum 0,5 dixième de différence en fonction de l'épaisseur de votre lame. Okay ? Alors, pour régler votre couteau diviseur, il faut que vous ayez une distance entre votre lame et le couteau diviseur de 5 mm minimum et maximum 8 mm. D'accord ? Ça, c'est vraiment l'idéal. Pour la hauteur, certains couteaux diviseurs sont réglables en fonction de leur taille. Moi ici, le 400 mm, je ne sais pas le faire passer en dessous de ma lame. Donc ça, c'est embêtant. Par exemple, si je veux faire des tenons, si je veux faire des rainures dans mon bois, etc., je suis embêté et donc j'ai tendance, ou les gens ont tendance à retirer le couteau diviseur. Donc ça a des fois des inconvénients. Par contre, certains couteaux diviseurs qui sont un petit peu plus petits, comme celui-ci, que je peux mettre sur ma lame de 350, je sais le redescendre en effet, mais par contre il fait 2,8 pour une lame de 3,5, donc il n'est pas adapté. Il est un peu trop fin. D'accord ? Alors, il existe probablement un couteau diviseur adapté à ma lame, mais qui n'a pas été fourni avec ma machine. Et donc, je n'ai pas approfondi le sujet, mais vous pourriez le faire. Donc, comme ça, vous savez comment ça s'installe, où ça s'installe, pourquoi je le mets, pourquoi je ne le mets pas. Et je le répète, moi, je vous conseille clairement de l'installer. Donc, celui-ci, il est là pour éviter que le bois ne resserre sur la lame au moment du délignage ou au moment de la refente. Il est totalement inutile quand vous coupez des panneaux type mélaminé, type multiplex ou autre, parce que ces panneaux-là ne se resserrent pas sur la lame. Ok ? Alors maintenant, on va passer au cas pratique et je vais essayer de le faire dans l'ordre. Donc on va d'abord parler des bois massifs et puis on parlera des panneaux. Alors, généralement, on commence par un plateau. Donc on a été chercher un plateau. On veut le déligner et on va ensuite le mettre à mesure. Donc on fait notre tracé, on va vouloir faire notre débit et on va devoir couper notre plateau. Alors des fois on a des plateaux qui sont parfaitement plans, tout va bien, on les installe, on le presse sur l'avant, on met la griffe derrière, je vais y revenir, et puis on fait notre coupe. Mais des fois, comme c'est le cas ici, les plateaux sont complètement tuilés. D'accord ? Dans ce cas-là, quelle est la face que nous allons mettre sur la table plutôt qu'une autre? Alors, Ethan, tu as un creux comme ça, est-ce que tu vas mettre la partie creuse sur la table ou l'inverse? Je vais mettre la partie bombée sur la table. Pourquoi? Justement pour ne pas que le bois se resserre sur la lame. D'accord. Donc, comme il vient de le dire, le bois étant bombé comme ceci, on va le mettre sur la table. Contrairement à une scie circulaire où on va plutôt travailler dans l'autre sens pour avoir des points d'appui, ici en travaillant sur la scie circulaire, quand on va couper, notre bois va s'écarter. Et donc ici, il va pouvoir tomber librement vers la droite et vers la gauche. Par contre, si je le mets dans l'autre sens, quand je vais couper, mon bois va se resserrer sur la lame. Et donc, de nouveau, risque de rejet. Okay ? Donc ça, c'était la première chose à comprendre, c'est comment installer son bois quand on déligne un plateau. Ensuite, comment stiper ou comment fixer ou comment bloquer, je ne sais pas, hein, moi je dis stiper, sa pièce de bois sur son chariot. Alors là, je vais encore me faire beaucoup de copains, mais c'est pas grave. Certains fabricants d'ailleurs ont la griffe sur l'avant du chariot et puis ils mettent une presse derrière, mais en fait, si on comprend le travail et l'effort que la lame va occasionner sur le bois, c'est tout l'inverse. Quand on va rentrer notre bois dans la lame, quel effort va être occasionné au morceau de bois? On va rentrer notre bois, il va y avoir un effort de pousser et en même temps, la lame, en fonction du réglage de celle-ci, va vouloir relever le bois et puis va le replaquer sur le sol. Mais au moment
de l'entrée dans la matière, votre bois va vouloir se relever. Donc, on vient y mettre un presseur. Par contre, la griffe ici sur l'arrière, elle est là pour empêcher le bois de reculer. Okay ? Et le fait d'avoir cette griffe inclinée vers l'avant, c'est justement pour empêcher ce côté recul. Si votre griffe est inclinée comme ceci, il y a un léger recul, vu qu'elle était à serrage et que le biseau revient vers l'arrière, votre pièce circulaire n'est plus maintenue. Donc, la griffe sur l'avant ne sert absolument à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un presseur sur l'avant pour maintenir sa pièce correctement sur la table. Comme ça, ça empêche le mouvement vers le haut. Et je suis sûr que vous l'avez tous rencontré, les personnes qui ont déjà des scies à format. Et la griffe sur l'arrière pour empêcher qu'elle recule. Ok? Ça te paraît clair, Ethan? Alors, je vais démonter la griffe pour la mettre dans l'autre sens pour que les gens comprennent plus facilement. Donc, je simule, ici évidemment. Vous imaginez votre griffe qui est comme ceci. Et au démarrage, vous avez un léger recul pour une raison ou une autre parce que la pression était trop importante. Ben, regardez votre panneau. Il sait toujours se relever, étant donné que le biseau est vers l'arrière. Par contre, si je me mets dans l'autre sens comme j'étais auparavant, c'est impossible qu'elle relève puisque j'ai mon presseur qui lui ne saurait pas se relever. Et comme la griffe maintient le bois vers l'avant, il est impossible de reculer. Ok? Donc j'espère que ça c'est assez clair. Mais en tout cas, si vous avez une griffe, de nouveau, ça reste mon avis, mon explication me semble plus que logique. Donc la griffe c'est sur l'arrière et pas sur l'avant. Et le presseur c'est sur l'avant et pas sur l'arrière. On passe à l'étape suivante. Voilà, comme vous pouvez voir ici, le fait d'avoir coupé dans ce sens-là, hop, la pièce de bois tombe. Si je l'avais mis donc la bosse au-dessus, ça se serait resserré. Donc comme vous avez vu, aucun mouvement, ma griffe maintient totalement ma pièce, encore là maintenant je ne sais pas tirer, et j'ai mon presseur sur l'avant. Et si vous réfléchissez un petit peu, griffe, presseur. Une griffe ne sait pas tenir... Voilà. Là je tiens. Ma griffe, elle l'empêche d'avancer. Ok? Allez, maintenant on a donc déligné notre première planche, on a un bois brut et on veut faire une série de coupes parce qu'on doit faire par exemple des traverses de porte, des montants de porte ou je ne sais quoi d'autre. Donc on va partir de cette pièce-ci ou de cette pièce-ci, peu importe, en sachant qu'on a une coupe droite mais qu'on a toujours un bois brut. Donc maintenant je vais vouloir redéligner cette planche-ci, ce champ-ci est brut. Donc, je retire ma planche. C'est la même chose avec celle-ci, d'accord? Et je vais jouer avec ce guide-là. Alors, on va commencer à revenir sur la position des guides avant et après la lame et pourquoi. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, à partir du moment où je dois découper et déligner mon plateau et qu'il est bombé comme ceci, il va tomber sur la table. Maintenant, il est toujours brut. Si on regarde, il est toujours bombé. D'accord? Donc, si je coupe maintenant déligné, il va basculer vers la droite. Et donc, il va se coincer. Si maintenant, je l'inverse et que je recoupe, il va de toute façon se serrer dans la lame. Aussi bien de ce côté-ci que de ce côté-là. On est d'accord? Jusque-là, Ethan? Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour empêcher que mon bois se coince entre mon guide et ma lame, je vais ravancer mon guide en milieu de lame. Donc, je m'arrête au milieu de la lame. Alors, pourquoi au milieu de la lame? Tout simplement parce que, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ma planche est contre en dessous du guide, mais pas au-dessus. Donc, quand je vais avoir fini ma coupe, mon bois va se libérer, d'accord? Mais il peut coincer entre la lame sur cette partie-là. Donc, quand je vais continuer à pousser et me garantir une coupe
parallèles. Je vais quand même conserver la moitié de ma lame pour que la sortie de coupe soit parallèle. Si maintenant je la mets avant la lame, en fait quand je vais arriver au bout, je vais d'office, étant donné que je n'ai pas de guide, je vais partir de travers et donc le bout de ma planche ne sera pas parallèle. Mais la planche, dans ce cas-ci, ne peut pas se coincer entre le guide et la lame. Est-ce que ça te paraît clair, Ethan? Ouais. Donc, on est au stade bois brut, aucune face dégauchie, mais un seul champ coupé qui est rectiligne. Ok? Donc, le guide, milieu de lame. J'ai fait ma coupe et j'ai deux côtés donc qui sont parallèles avec une face brute au-dessus, une face brute en dessous et deux champs qui ne sont pas du tout d'équerre. D'accord? En tout cas par rapport aux faces supérieures et inférieures. Dans ce cas-là, on passe à la dégauchisseuse. Je vais dégauchir une face, je vais mettre un champ d'équerre et ensuite je vais déligner de nouveau à une cote précise. Donc par exemple, je veux des bandes de 10 cm de large. En sachant que ma face de référence, mes deux faces de référence, donc dégauchis et d'équerre, sont parfaitement plans, là, je vais pouvoir repasser mon guide au-delà de ma lame, étant donné que je suis parfaitement à plat sur ma table et parfaitement d'équerre par rapport à mon guide. Je vous montre ça. De nouveau, c'est pour l'exemple, hein. Vous imaginez bien que je n'ai pas dégauché et raboté le bois pour me retrouver avec une planche comme ça. J'ai une face de référence et une face de référence. Donc ça veut dire que j'ai une face plane et un champ parfaitement d'équerre. On peut regarder que positionné sur ma table et contre le guide, je suis parfaitement d'équerre et parfaitement aligné à mon guide. Ça se voit bien à la caméra, Ethan? Ok? Donc ça veut dire que maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est avoir une parallèle entre ma lame et mon guide qui correspond à ma mesure souhaitée. Et pour me garantir une parallèle tout le long, d'office, je vais faire dépasser mon guide de la lame pour être certain que tout le long de ma coupe, j'ai la même mesure. Donc là, je viens contre et hop, je vais couper. Je vais vous montrer. Cas bien spécifique, je ne vais pas mettre le capot au-dessus de ma lame. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis mon capot, je ne sais pas faire passer mon poussoir. Donc, ne pensez pas que d'office, le capot va être installé sur les vidéos ou chez vous, parce que des fois, on n'a pas le choix. Donc, c'est un organe de sécurité qui doit être installé en permanence, mais dans le cas où il est plus un obstacle qu'un avantage, on le retire évidemment. Par contre, on a toujours un poussoir qui, lui, peut se permettre de rentrer dans la lame à tout moment. C'est à ça qu'il sert. Vaut mieux le poussoir que vos doigts. Donc, je vous montre. Alors, pour passer le bois, on recule toujours la pièce de bois de la lame avant de lancer la machine, évidemment. On vient bien plaquer contre, on pousse contre le guide, on pousse contre la table, le doigt ici pousse vers l'avant et on ne laisse jamais sa main derrière le bois une fois qu'on est 15 cm avant la lame. Et j'accompagne le mouvement de la chute avec mon chariot. Comme ça, ma chute sort. Okay. Pour remontrer le mouvement en décomposé, on a notre pièce de bois donc, qui est composée en deux. Je viens pousser ma pièce contre le guide et je prends mon poussoir. Une fois que je suis arrivé à 15 cm plus ou moins de ma lame, mon doigt s'écarte, c'est mon poussoir qui continue. Et ma main gauche pousse le chariot pour accompagner ma chute en dehors de la lame. Donc, je suis en coupe ici, comme ceci. Arrivé en bout de coupe, je continue à pousser mon chariot pour libérer justement la chute. Ok? Donc, c'est vraiment très simple. Mais le fait d'avoir mis mon guide au-delà de la lame, ça me garantit une pièce parfaitement parallèle tout le long. Si à ce stade-ci, je mets mon guide au milieu de lame ou avant la lame, ben, à tous les coups, on peut faire l'exercice pour vous montrer. Je viens mettre mon guide ici, je vais pousser ma chute ici, et qu'est-ce qu'on va voir?
mon bois va s'écarter d'office vers la droite. Si Ethan va se mettre face à la partie, vous allez voir que ma chute est partie vers la droite. Et donc, en fin de course, je vais avoir un biseau dans ma pièce. Donc, à partir du moment où on a une face d'égauchis, un champ d'équerre, le guide, hop, au-delà de la lame. OK? Cas suivant. Donc là, on vient de voir les étapes pour le guide parallèle. Alors, je ne vais pas répéter parce que l'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez re-regarder si vous avez éventuellement un doute sur la compréhension de l'exercice. OK? Alors, maintenant, on va passer sur le guide perpendiculaire à la lame et toujours au niveau du bois brut. Donc, on a pris notre plateau de départ, on a fait notre première coupe pour faire tomber la flash ou faire tomber l'aubier, d'accord? Ensuite, on a déligné toutes nos planches. Une fois qu'elles sont délignées, on est toujours au stade brut, on n'est pas encore passé à la dégauchisseuse. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a des planches qui font 2,50 m et on a besoin de morceaux qui font 60 cm de long. On ne va pas s'amuser à aller dégauchir des boîtes de 2,50 m qui sont bien plus compliquées à couper, enfin à dégauchir que des pièces qui font 60 et dont on a besoin. Donc, on va déjà recouper avec du gras. Donc, en longueur, en général, moi je laisse 5 cm et 1 cm en largeur, d'accord, de plus, sauf dans le cas où, par exemple, comme ici, il y a des fissures en bout. Donc, je regarde toujours s'il y a des fissures. J'ajoute évidemment cette mesure à la fissure. Bon, ça c'est un autre débat. J'ai fait des vidéos sur la sélection du bois et les défauts de ceux-ci. Donc, on est au bois brut, mais j'ai des champs qui sont bien rectilignes. Donc, Ethan va vous montrer. Donc, ici, on voit bien que ma coupe est plane. Mais, par contre, elle n'est pas d'équerre. Si on regarde bien, elle ne plaque pas contre mon guide. D'accord? Mais, ok? Mais elle est bien rectiligne. Donc, on essaye évidemment de mettre la partie la plus plane sur le dessus pour qu'on voit si justement on a une bosse ou pas éventuellement, pour choisir de nouveau sa coupe. Et puis, on va venir couper à mesure. Alors là, on a deux manières de faire. Première méthode, on a besoin d'une planche. Donc, on a une planche ici qui fait 1,60 m et j'ai besoin d'une planche qui fait 1,20 m. D'office, je vais prendre ce côté-ci, je vais régler ma butée à 1,20 m et je vais faire ma coupe en laissant une chute de 40 cm. D'accord ? Jusque-là, tout va bien. Mon guide, lui, est au plus loin pour que ma chute soit libre. Ma pièce est maintenue de ce côté-ci. Retenez toujours, ma pièce est maintenue de ce côté-ci. Ma chute est libre. Donc, toutes les pièces qui sont en poussée, c'est ma bonne pièce. Toutes les pièces qui sont libres, c'est la chute. D'accord? Alors, maintenant, j'ai l'autre cas de figure. Ma pièce fait 1,60 m et j'ai besoin de 3 morceaux de 40 cm. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais utiliser mon guide parallèle comme butée. Et dans ce cas-là, je vais tout simplement, donc je vais reculer, je vais mettre mon guide parallèle à 40 cm. Et là, je vais de nouveau le faire repasser devant la lame. Pourquoi est-ce que je vais le faire repasser devant la lame? Tout simplement parce que si je viens couper ma planche de bois maintenant, une fois coupée, elle va être coincée entre ma lame et mon guide. Avec le mouvement de rotation de la lame, le fait d'avancer, quand vous vous arrêtez au moment de la coupe, ce morceau de bois-là, il va faire clac automatiquement. C'est comme quand vous roulez en voiture, vous accélérez, vous freinez d'un coup sec, votre corps, baf, va vers l'avant. Et bien ici, c'est pareil. Vous poussez votre morceau de bois, vous avancez, il est en mouvement continu au moment de la coupe. Une fois qu'il est coupé, il n'est plus poussé ce morceau de bois-là. Naturellement, il a tendance à revenir vers l'arrière. Comme il coince en revenant légèrement vers l'arrière entre le guide et la lame, il part en arrière ou bouffe, il monte au plafond. Donc, on va faire comme tout à l'heure, on va mettre le guide avant la lame, pas en milieu de lame, avant la lame, pour que justement, quand on soit sorti de coupe, le morceau de bois soit totalement libre. Donc ça, je vais faire la coupe, je vous montre. Alors, un petit conseil, moi, j'ai fait un trait sur mon guide qui correspond exactement à l'arrière de ma lame une fois déployé totalement. Parce que moi, mon guide ici, il est prévu pour être au milieu de lame. Le souci, c'est que souvent, on s'arrête au bout du guide.
mes stagiaires, apprentis d'époque avaient tendance à s'arrêter là-bas, mais ce n'est pas suffisant. Donc moi j'ai fait un trait sur mon guide qui correspond à l'avant de ma lame, une fois la lame totalement sortie. Ok? Allez, je fais ma coupe. Donc dans ce cas-ci, mon protège-lame, il est bien utile et il ne me gêne pas. Donc je viens le régler avec la roulette, soit contre, soit légèrement au-dessus, pour que je ne puisse pas passer un doigt dedans. Je viens positionner ma pièce contre mon guide et c'est parti. Donc je rentre. Hop. Qu'est-ce qu'on voit? Elle est totalement libre. Je coupe. Et quand on regarde ici, je vais relever ma lame. On voit bien ici, devant, Ethan, mets-toi par là. On voit bien qu'ici, il y a un écart. Et là, je suis contre ma lame. Donc, vous avez bien compris que la pièce, une fois coupée, hop, a reculé légèrement, a tourné vers la droite et donc aurait été coincée. Donc ça, c'est important. J'ai une deuxième coupe à faire, j'ai une troisième coupe à faire, je laisse mon guide. Ok? Donc, bien penser quand on doit tronçonner en bois, couper en bois à mesure en largeur. Le guide, une fois utilisé en butée de mesure, doit toujours être avant la lame. Ok? Donc, récapitulatif, bois brut, plateau, déligné, on n'utilise pas le guide parallèle, on met le presseur devant, la griffe derrière. Une fois qu'on a fait notre première coupe, on utilise notre guide parallèle pour être pile poil à mesure, parce qu'on fait des montants de porte 10 cm par exemple, on va se faire 11 cm pour avoir une marge. On met le guide en milieu de lame pour se garantir d'avoir une parallèle tout le long, mais aucun risque de rejet. Ok? Une fois qu'on a tout refendu, qu'on a deux côtés parallèles, mais deux faces, ou plutôt les quatre faces brutes, c'est-à-dire non dégauchies, non rabotées, on passe à la dégauchisseuse. On va dégauchir une face, mettre un champ d'équerre. Une fois que la face est dégauchie, le champ d'équerre, les deux faces de référence, une sur la table, l'autre contre le guide, et on va refendre à mesure, peu importe laquelle. Et là, le guide se retrouve après la lame, parce que vous n'avez aucun risque de rejet. Par contre, de nouveau, comme je viens de l'expliquer, on pousse le bois qui est entre la lame et le guide, et on laisse la chute totalement libre, c'est-à-dire que la partie gauche à aucun moment ne doit être pressée contre la lame ou ne doit être maintenue par la main. Elle doit être totalement libre. Donc je pousse mon bois entre la lame et le guide et l'autre côté c'est mon chariot qui la libère. Ok? Maintenant on va passer à l'utilisation du guide parallèle et du guide perpendiculaire pour les panneaux. Alors juste avant de passer aux panneaux, un dernier petit cas pratique, mais qui peut fonctionner aussi bien pour les feuillures que pour les parts closes, ce genre de choses. Alors il y a des personnes qui reconnaissent qu'ils sont dans l'erreur et puis il y a des personnes qui sont totalement bornées. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait un usinage depuis des années qu'on est dans le bon. Les choses évoluent, on a appris des choses à l'école qui ne sont pas toujours bonnes. Voilà, on parlait avec Ethan de certaines manières de régler la hauteur de lame. Par exemple, ce qu'on leur enseigne à l'école est obsolète. Voilà, pourquoi? Parce que soit le professeur ne s'intéresse pas à ce qu'il lui raconte, ou soit parce que les règles ont évolué. Eh bien, les feuillures, peut-être que l'ont appris d'une manière, mais malheureusement, ce n'est pas la bonne manière. Et donc, une feuillure, ça doit en effet se faire avec la chute à l'extérieur. Et qu'on ne vienne pas me dire « oui, mais non, dans certains cas, non, ce n'est pas vrai ». On sait toujours faire sa feuillure ou récupérer une part close en ayant la part close libérée. Donc, votre première coupe, vous allez la faire entre le guide et votre lame fatalement. Et votre deuxième coupe, votre trait doit être apparent et face à vous. Entre votre lame et votre guide, lui, il va être poussé, comme je vous disais, et votre chute est totalement libre puisque elle se situera sur la table. Pas coincé, pas contrainte, non, libre. Toujours penser à ça. À partir du moment où vous avez compris que la pièce qui est usinée doit être poussée, vous n'aurez pas de problème. Est-ce que ça te semble clair, Ethan? Parce que ça doit l'être. Ah bah oui. Ok? Voilà.
Allez, maintenant on passe au panneau. Donc là, on va couper des panneaux, donc on change de lame. Donc ici, je vais travailler avec une lame qui comporte exactement 96 dents, d'accord, 96 pour les Français, qui fait 3,2 d'épaisseur. Donc si je devais mettre un couteau diviseur, il devrait faire 2,9 ou 2,8. Maintenant, je le dis, on va couper des panneaux. Donc, moi, je vais retirer mon couteau diviseur et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on vient de changer la lame, c'est l'occasion de vous expliquer comment régler votre hauteur de lame. Alors que ce soit une lame de débit ou que ce soit une lame de finition, le principe est le même. Et donc, petit clin d'œil à Cray, il est inutile de rentrer dans des calculs d'apothicaire pour pouvoir régler la hauteur de lame. En fait, fonction du nombre de dents qu'on a et en fonction du débit qu'on va faire, la lame va changer. C'est-à-dire que si on prend une lame de débit, on a moins de dents sur la lame pour le même diamètre sur cette machine, d'accord? Pour une lame de finition, j'ai beaucoup plus de dents pour le même diamètre de lame, d'accord? Ça veut dire que la réflexion de se dire, il faut un maximum de dents dans votre bois ou dans votre planche avec une hauteur minimum d'1 cm et maximum 2 cm au-dessus revient exactement au même que tous les calculs qui peuvent être faits. C'est-à-dire que dans tous les cas, on va se retrouver avec minimum 3 dents dans du bois massif, à 4 dents idéalement, et minimum 3 dents à maximum 5 dents pour du panneau ou du mélaminé. Donc on va vous expliquer tout ça maintenant. Petit rappel de principe, l'idéal c'est que votre lame ressorte de minimum 1 cm au-dessus de la matière à couper et de maximum 2 cm. D'accord? Alors, je regarde, je suis à 1 cm et demi. Ensuite, on passe de l'autre côté et on doit avoir le maximum de dents dans la matière. D'accord? Donc ici, par exemple, on va voir que j'ai une dent, 2 dents, 3 dents, quasiment 4 dents à l'entrée et j'ai la même chose derrière. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de récupérer un petit peu des dents dans la matière? Ici, j'ai toujours 3 dents. En étant un peu plus bas, j'avais une sacrée attaque de la 4e. Donc, je suis un peu trop haut. Je vais redescendre ma dent. Je vais remonter comme ceci. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? J'ai une dent, 2 dents, 3 dents, 4 dents dans ma matière. D'accord? Est-ce que ça se voit clairement dans la caméra? Ouais. Donc, on essaie de trouver vraiment le bon compromis entre le centimètre et maximum 2 pour avoir le maximum de dents. Ce principe-là fonctionne avec la lame de débit, comme je le dis. Pourquoi? Parce que l'espace entre chaque dent, donc le pas, est plus important. Et donc, finalement, entre 1 cm et 2 cm au-dessus de la matière, et en essayant d'avoir le maximum de dents, on va se retrouver avec le même calcul et le même nombre de dents que si vous faisiez des formules mathématiques pour arriver à savoir quelle hauteur vous devez absolument régler, combien de dents vous devez mettre dans le bois. Donc, retenez minimum 1 cm au-dessus du bois, maximum 2 cm au-dessus et essayez d'avoir le maximum de dents dans la matière à couper. Voilà. Allez, on continue. Donc, avant de commencer, j'ai laissé le couteau diviseur pour vous expliquer pourquoi moi je retire le couteau diviseur. On va faire une découpe, par exemple, parallèle au guide ou parallèle à la lame et je vais venir insérer la dimension exacte de mon panneau entre la lame et le guide. Donc ici, vous voyez mon panneau, tu peux te mettre là, Ethan. Donc vous voyez, mon panneau effleure la lame, ne la fait pas tourner. Donc j'avance, et qu'est-ce qu'on voit? Je suis donc contre mon couteau diviseur, tout va bien, il est aligné, il n'y a pas de mouvement, mon couteau diviseur ne bouge pas. Par contre, maintenant, vous allez voir, je vais passer de l'autre côté, Ethan va faire un gros plan. Vous allez voir, d'abord montre que je suis bien contre ma lame, que je ne triche pas. Je suis pareil contre ma lame, d'accord? Et regardez le couteau diviseur. Est-ce que vous voyez que je touche le couteau diviseur et que celui-ci s'écarte? Alors, si on regarde le couteau diviseur et sa conception, ici on voit bien qu'il y a un léger biseau, d'accord? Ce biseau-là permet justement d'appréhender la matière et ensuite de faire reculer le couteau diviseur. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand moi, je dois couper un panneau de ce côté-ci, pas de problème. Je coupe 1 cm, ma chute part, tout va bien. Mais par contre, quand je veux couper un panneau qui fait 1,40 m de long,
j'ai 60 cm à droite et j'ai la chute sur la gauche ou ma bonne pièce sur la gauche, à un moment donné, il y a une pression qui est exercée sur mon bois, côté gauche, et donc qui me crée une erreur de précision dans mon travail. Donc voilà pourquoi est-ce que moi je retire le couteau diviseur. Le couteau diviseur, il a été étudié, comme je le dis, pour le débit du bois. Et donc pour éviter que celui-ci ne resserre sur du bois brut. Ça veut dire quoi? Sur du bois brut. Donc si c'est du bois brut, il n'y a aucune précision, entre guillemets, relative à avoir. Ou plutôt, il y a une précision relative à avoir. À partir du moment où on est dans le délignage, ben voilà, on ne doit pas être spécialement au millimètre. Mais par contre, quand on travaille du panneau mélaminé ou du panneau stratifié, vous prenez du blanc laqué, c'est au demi-millimètre. Et donc, le couteau diviseur, dans ce cas-ci, oui, contrairement à ce que certaines personnes disent, écrivent et clament, il est gênant. Donc moi, quand je coupe du panneau, dans tous les cas, je retire mon couteau diviseur. D'accord? Donc maintenant, je retire mon couteau diviseur et je vous explique comment procéder pour couper des panneaux de grande taille, de petite taille, avec les différents guides. C'est parti! Voici un panneau, ça pourrait très bien être un panneau de mélaminé, un panneau de contreplaqué, un panneau de stratifié, peu importe. Un panneau tout court, de bois, composite, donc qui n'est pas du massif. Ok? On va considérer que ce panneau-ci fait 2,80 m sur 1,50 m, hein, d'accord, ou 2,40 m sur 1,20 m, panneau on va dire plus ou moins standard, mais ici je vous ai représenté en rectangle. C'est le même principe sur une grande planche que sur une petite planche, c'est que évidemment j'aurai un peu de mal à manipuler pour vous expliquer le principe. Quand on a ce genre de panneau, par exemple petit panneau, on peut prendre le guide ici perpendiculaire, le mettre de ce côté-ci du chariot pour avoir notre pièce sur l'avant. Comme ça, en fait, les efforts vont être récupérés par le guide ici sur l'arrière et vous avez beaucoup plus facile pour découper vos panneaux sur la droite, tout simplement. Avec les années, avec le temps, vous allez sentir en fait la matière, la force que vous devez exercer en coupant des panneaux et donc si vous êtes comme moi, on devient fainéant et donc moi mon guide il reste souvent là sur l'avant et je viens mettre mes panneaux sur l'arrière tout simplement pour faire mes coupes. Okay? Donc comme ça vous savez que le panneau évidemment, enfin le chariot, le guide perpendiculaire peut se mettre ici sur la partie arrière. On va aussi l'utiliser en partie arrière quand on va tronçonner des bois. Donc tronçonner des bois c'est quoi? C'est quand on a une pièce de bois brute comme ceci, donc qui fait 60, 1 mètre, 1 mètre 20, on va la mettre ici avec le guide devant nous et on va couper, comme ça les efforts sont de nouveau repris par le guide plutôt que nous devons maintenir la pièce sur l'avant. Donc sachez que c'est plus intéressant de le faire comme ça. De nouveau, je le répète, c'est parce que avec les années, on attrape cette habitude et on sait un petit peu la force qu'on va devoir exercer et donc on le fait. Ok? On a un panneau de 2,40 m, 1,25 m. Première chose que vous allez faire, c'est prendre votre panneau sur sa longueur, vous allez venir le plaquer contre votre guide et vous allez venir reprendre plus ou moins 1 cm. Petite astuce, pas besoin de commencer à aller contre votre lame pour savoir, etc. Vous avez votre réglet ici sur le côté de votre machine, vous venez tout simplement aligner votre panneau à la mesure 5 mm. 5 mm, ça correspond à 5 mm plus l'épaisseur de la lame. D'accord? Donc automatiquement vous allez reprendre une face propre et saine. Vous faites votre première coupe. Ensuite, vous allez tourner votre panneau vers la gauche et venir le réinstaller de nouveau contre le guide. Même opération, vous recoupez. Vous avez exactement la même chose qu'à la dégauchisseuse, vous avez vos 2 faces de référence. C'est-à-dire que si votre chariot est parfaitement d'équerre, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, comment régler son chariot, même s'il en existe déjà, dont une que Cré a fait, qui est très bien faite. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Cré Birkenwald qui explique très bien comment faire le principe des 5 coupes et comme Cré est très calcul, etc., vous aurez toutes les informations que vous avez besoin. Une fois que vous avez fait ces 2 coupes, vous avez donc vos 2 faces de référence. Donc, une face parfaitement d'équerre, et c'est ces 2 faces-là que vous allez utiliser pour travailler. D'accord? Donc, je rappelle, une coupe, 2 coupes. Ok? Donc, ça veut dire que là, je suis droit, et là, je suis droit. Et puis, on va commencer à faire nos coupes. Si on doit déligner, on va commencer par déligner. Donc, admettons, on doit faire des portes de 60 cm de large, eh bien, on va
utiliser notre guide de droite de 60 en prenant sur toute la longueur. Donc on va toujours commencer sur la longueur du panneau. Et puis on finira avec nos coupes en largeur. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va procéder? On va tout simplement utiliser notre guide parallèle en mettant le guide en fonction de la mesure au milieu de la lame, de nouveau, ou même avant de la lame en fonction de la taille du panneau. Je m'explique. Ici, mon panneau, il fait, on va dire, 45 cm de large. Je dois faire une bande de 5 cm. Donc, ça correspond à une mesure inférieure à la partie que je vais pousser. Donc, je vais pouvoir mettre mon guide à 10 cm, par exemple, et je vais pousser uniquement sur la partie gauche de mon chariot. Donc, il faut que ma pièce à droite soit totalement libre en sortie de coupe. Mais étant donné que je vais utiliser mon chariot qui est parfaitement parallèle à ma lame, ma coupe sera parfaitement parallèle également sans devoir l'avoir maintenue et poussée à droite. Souvenez-vous, je pousse ma pièce, la chute est libre. Donc je vais vous faire la démonstration pour vous montrer et puis alors après je vais vous expliquer que dans certains cas on doit utiliser la même méthode mais avec le guide avant la lame. Allez, c'est parti. Donc, je viens de mettre ici 5 mm. Coupe de propreté. Hop. Je viens tourner vers la gauche. Je mets 5 mm. Coupe de propreté. Donc, j'ai mon champ d'équerre ici et là. Ok? Maintenant, je vais vouloir couper et déligner. Je vais couper 5 cm. Ma lame, mon guide avant la lame. Je vais faire une coupe de 5 cm. Je suis plus large ici à gauche. Je viens bien contre ici. Approche-toi. Donc, je suis bien contre ici, et le guide avant la lame. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Ma pièce à droite est totalement libre. C'est ma pièce précise, elle fait 5 cm. On peut la remesurer tout le long. Elle est parfaitement parallèle, 5 cm, 5 cm. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de coin abîmé, rien du tout, parce que j'ai poussé ma pièce ici tout le long, sans effort, et elle n'est pas coincée entre mon guide et ma lame. Donc aucune pression, ni du côté droit, ni du côté gauche, elle est totalement libérée, et donc elle est parallèle. Ok? Maintenant, dans le cas où j'aurai une pression moins importante à gauche qu'à droite, donc admettons, je veux avoir, ici, ma pièce fait, on va dire 35 cm, et je veux avoir une pièce qui fait 30 cm, on sera toujours plus précis avec le guide parallèle que la partie perpendiculaire dans une coupe dans le long. Donc je vais régler ma partie ici de 30 cm. Alors, retenez ce que je vous dis. La partie de droite est plus large que la partie de gauche. Et donc, dans ce cas-ci, contrairement au cas précédent, si on regarde ici, j'espère que ça se voit à la caméra, la partie ici est beaucoup plus petite. Je vais mettre mon guide après la lame. Pourquoi est-ce que je vais mettre mon guide au-delà de la lame? Tout simplement parce que je dois me garantir que ma coupe sur la partie droite est totalement parallèle, mais seulement si j'ai uniquement 5 cm ici à gauche pour maintenir, à un moment donné, je risque de partir à gauche ou à droite. Donc là, je vais pousser ma pièce sur la droite tout le long, soit avec ma main, soit avec mon poussoir. Je vous vois derrière l'écran avec la main, oui. À partir du moment où on est au-delà de 15 cm entre la lame et le guide, on peut se permettre de pousser avec la main. Par contre, entre 15 cm, donc en deçà de 15 cm, d'office c'est le poussoir. Donc moi ici, je vais faire ma coupe pour vous montrer et donc comme je vous l'explique, je pousse ma pièce qui est coincée et je libère ma pièce qui est libre. Donc ma chute ici, elle va être à gauche et là ma pièce est coincée, donc là je dois la pousser. C'est pour ça que tout à l'heure je poussais ici
ma pièce était libre à droite. Maintenant, ma pièce ici va être coincée. Je vais pousser à droite et je vais libérer à gauche. Est-ce que ça te semble clair, Ethan? Ok? Donc je vais lancer, je vais couper. Donc on voit bien ici que je suis bien à fleur. Je peux venir contre mon guide. Je pousse ma pièce. Et je continue à pousser mon chariot pour libérer ma pièce à gauche. Donc, ici pour l'exemple, mon capot aurait dû être un petit peu plus bas, comme ça vous le savez quand même. Mais donc, comme vous l'avez vu, je pousse ma pièce entre ma lame et mon guide puisqu'elle est coincée. Et la partie gauche, je la libère avec mon chariot et je ne la contrains pas. Donc, je ne mets pas ni de pressoir, ni de pièces pour la maintenir, ni de pièces pour bien la maintenir contre ma lame. Pas du tout, celle-là, elle doit rester libre, mais elle est tout autant parallèle que l'autre. D'accord? Est-ce que ça te semble clair, Ethan? Allez, étape suivante. Là, on vient déjà de débiter une grande longueur, et toutes nos longueurs sont faites. Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est couper à largeur. Donc admettons, ça c'est une bande qui fait 60 cm de large, c'est des portes de cuisine par exemple, et une doit faire 60, une doit faire 80, etc. Eh bien en fait ça va être exactement le même principe que tout à l'heure avec le bois massif qui doit être déligné. Si je dois faire une chute, si je dois faire une pièce qui est plus importante sur le côté gauche, je vais utiliser le guide ici perpendiculaire en sachant que ce guide-là doit être écarté et la pièce à droite sera libérée et maintenue de ce côté-ci. Si par contre ma pièce fait 1,20 m et que je dois couper des morceaux qui font, je sais pas moi, 40 ou 50 cm, je vais de nouveau utiliser mon guide parallèle en butée. Donc pour rappel, en butée je mets mon guide avant la lame, je viens contre, je coupe en maintenant ma pièce ici à gauche et la pièce est libérée à droite. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on utilise la butée à gauche, je vais coincer ma pièce entre ma butée et ma lame, donc je dois pousser ma pièce. La pièce qui est coincée ici, je vais devoir la pousser et laisser la partie libre. Quand la pièce est coincée, elle doit toujours être poussée et sortie. Par contre, quand elle est contre une butée et qu'elle n'est pas coincée, elle est libérée. Donc, si j'utilise ici mon guide à droite, je vais venir contre mon guide et là, elle va être libérée puisqu'elle n'est pas contrainte entre la lame et le guide. Donc, je pousse l'autre côté de nouveau. Donc, on pousse toujours la pièce qui n'est pas libre et qui n'est pas libérée. Est-ce que ça te semble clair, Ethan? C'est important de comprendre ça. Donc, si la pièce est coincée entre le guide, donc par exemple, si je dois faire un délignage comme ceci, la pièce va être coincée entre la lame et le guide, donc je vais pousser entre la lame et le guide, puisqu'elle est coincée. Si mon guide est avant la lame, je vais pousser de l'autre côté. Par exemple, si la pièce est plus grande de ce côté-ci, je vais pousser de ce côté-ci parce que la pièce est coincée entre mon guide et la lame. Et la pièce est libérée à droite. D'accord? Voilà. Au niveau des coupes panneaux, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Juste évidemment, il y a plein de cas spécifiques, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la scie à format en desserrant, on sait utiliser des angles, on peut faire les angles dans ce sens-ci, mais on peut mettre le point de pivot ici, les angles dans ce sens-là. On peut incliner la lame dans ce sens-là, donc vers la droite à 45 degrés. On essaie toujours que la chute soit bien libérée de nouveau sur la partie droite et on réfléchit à comment est-ce qu'on va travailler notre bois. Idéalement, c'est toujours de pousser la partie qui va être coincée entre la lame qui descend parce que sinon, ça part en arrière, pareil. On m'a envoyé il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 100 fois, on m'a envoyé le même rush, un short de je ne sais pas qui, d'une dame qui fait un truc hexagonal, là où je sais pas quoi, une pièce qui part. De nouveau, c'est parce que l'utilisation et la manière de découper n'est pas la bonne. En tout cas, elle n'est pas faite dans le bon sens. La dernière coupe est faite dans le mauvais sens. Bref,
Il faudrait que je puisse rentrer encore dans des détails différents pour ce genre de coupe. Et alors, on peut aussi éventuellement couper des pièces droites pour faire des tenons. Il y a plein de possibilités. Mais sachez que si vous maîtrisez déjà la compréhension du fait que quand la pièce est coincée entre le guide et la lame, c'est là qu'on pousse. Et quand elle est libérée, on pousse de l'autre côté. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire, on va dire, sur la scie à format. Je pense que c'est déjà pas mal. À mon avis, la vidéo risque déjà d'être assez longue. Donc, si vous avez des questions éventuellement sur l'utilisation de la scie à format, dans certains cas, franchement, n'hésitez pas, parce que c'est toujours des cas spécifiques. D'ailleurs, je pense qu'en janvier, je vais proposer quelque chose d'assez inédit, je crois. J'en parlerai probablement lors des fêtes de fin d'année, pour répondre justement aux questions plus individualisées, parce que j'ai de plus en plus de demandes privées sur plein de domaines. Donc, je reviendrai sur ce sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que Ethan a appris et a compris tous les mécanismes et qu'il a appris aussi certaines choses qu'il ne savait pas. Et moi, de mon côté, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!